Est-ce que, en tant que coach agile ou Scrum Master, ça vous est déjà arrivé de travailler pour un client et puis ça ne se passe pas très bien parce qu'à la fin, ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place, ce n'était pas ce qu'il attendait le client. Dans cette vidéo, on va vous proposer un outil directement inspiré du contrat de coaching pour justement expliciter avec le client c'est quoi ses attentes pour qu'il n'y ait pas de surprise après coup. Je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile indépendant et j'anime Scrum Life, la première chaîne YouTube française qui parle d'agilité sans détour, sans tabou et avec humour. Si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, abonnez-vous et activez bien les notifications. Et donc pour vous parler de ce sujet-là, je suis avec Vincent qui accompagne toute une équipe d'agilistes, de Scrum Master, de coach agile. Donc, je pense que tu vas être la bonne personne. J'espère, je m'appelle Vincent Loisy, je suis accompagnant agile chez Talent Labs et je travaille avec des équipes de développement et d'autres accompagnants agiles et je vais vous parler de mandat de coaching agile. Alors le mandat de coaching, justement, c'est directement le sujet du jour. La situation que je décris, ça te parle? C'est quelque chose que tu as rencontré, que les équipes que tu accompagnes rencontrent? Alors, c'est des situations que moi j'ai pu rencontrer personnellement et que les agilistes avec qui je travaille ont rencontré aussi. Et avec eux, on a essayé de savoir comment éviter qu'un certain nombre de situations de type se représentent. D'où le mandat de coaching. D'où le mandat de coaching. Donc, est-ce que tu peux nous présenter rapidement cette idée, cet outil? C'est un outil. C'est un outil qui est directement inspiré des coachs, en fait, des vrais coachs personnels. Moi, j'ai eu la chance de faire un coaching personnel et de découvrir cet outil dans ce cadre-là. Et qui consiste à se mettre d'accord initialement entre un mandataire, un client, quelqu'un qui va demander l'intervention, nous-mêmes évidemment en tant que coach, et les gens qu'on va accompagner. L'avantage étant qu'on va pouvoir aborder ces questions de qu'est-ce qui est attendu par les différentes parties avant de commencer l'intervention, et on pourra évidemment remettre ça à jour régulièrement. Ça nous permettra d'éviter la mauvaise surprise que tu as évoquée tout à l'heure. Moi, ce que je relève justement dans ce parallèle avec le contrat de coaching, c'est aussi que ça pose un cadre qui, en tant que coach agile, ça permet de bien faire sa mission. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait pourquoi on est mandaté. Donc, même soi-même, à titre personnel, on va oser aller mettre le coup de pied où ça fait mal, qu'on n'ose peut-être pas forcément. Bon, on n'est pas tous non plus aussi expérimentés. Moi, je vois cette vertu-là. Là, à l'instant, pendant qu'on préparait la question, tu me disais, il y a aussi le côté de mais on va peut-être aussi nous faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Ça, c'est des choses qui me parlent. Hein. Il y a des choses que je me dis, j'aurais jamais dû faire. Exactement. En fait, ça a plein de vertus différentes. L'une d'entre elles, c'est de pouvoir identifier si on est aligné avec ce qui est attendu de la part de la personne qui paye. Et si on ne l'est pas, je n'ai pas de réponse universelle. Hein. C'est-à-dire que c'est à chacun de savoir s'il est prêt à faire l'effort ou pas de s'investir dans la mission qui est proposée. Ça permet aussi d'identifier la population sur laquelle on va travailler, sans être péjoratif. Hein. C'est quelle équipe, quel groupe de travail, de discussion, de direction, éventuellement, avec qui on va travailler. Et de s'assurer qu'aussi, eux sont alignés, ces personnes sont alignées avec ce qui est attendu de la part de la personne qui va payer. Et du coup, implicitement, ça rend aussi légitime pour aller voir ces personnes-là. Ou si on ne l'est pas, au moins c'est déminé, on sait qu'on ne va pas s'user dessus. Exactement. Et même, il est d'usage en général que le mandataire, souvent la personne qui paye, aille présenter l'intervenant, donc nous, en tant que coach, Scrum Master même d'ailleurs, ou accompagnant, quel que soit le terme qu'on se donne, auprès des personnes qui sont supposées être accompagnées. Parce qu'il y a une forme de légitimité qui est donnée par cette introduction par le mandataire, et dans un certain nombre de cas, elle est nécessaire pour que notre intervention devienne possible ou soit acceptée. Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe en pratique? Alors, 2 stratégies pour moi pour la mise en place de ce mandat d'intervention de coaching tripartite, avec une personne qui paye, un groupe de personnes en général à accompagner et nous-mêmes. Soit c'est ma préférence, commencer par les gens qui vont être accompagnés, si on sait déjà de qui il s'agit. Ça permet d'avoir vraiment leurs attentes et de discuter avec eux et d'avoir une discussion ensuite avec la personne qui paye pour savoir s'il est intéressé. Et dans les cas sans doute plus fréquents, mais votre contexte n'est pas forcément le mien, où le client, la personne qui paye, exige de vous voir d'abord, discuter avec elle de ce qu'elle attend avant d'aller confronter cette vision avec l'équipe. En général, j'essaie d'avoir une discussion avec une partie, une discussion avec l'autre partie, et ensuite de faire une réunion tripartite dans laquelle on s'assure que tout le monde est d'accord.
et de faire entre ces exercices une forme de formalisation quand même. Ça peut être un simple email ou un document qui peut même être contractuel si jamais c'est l'exigence du client chez lequel vous travaillez. Là, tu nous as un peu vendu du rêve, hein. C'est le cas, voilà, on réaligne tout le monde, du coup, on fait vraiment ce qu'on a besoin. Il y a aussi le cas où ça nous fait voir que ça ne va pas le faire. Exactement, donc c'est pas un outil qui va nous permettre d'éviter les difficultés, mais plutôt de les identifier au plus tôt. Si vous vous rendez compte dans la discussion avec votre client, qu'elle soit initiale ou récurrente, parce que vous voulez revoir votre mandat avec lui, que vous êtes désaligné parce qu'il vous demande des choses ou il attend des choses de vous que vous n'avez pas envie de faire, ça permet d'avoir soit engagé un minimum de temps, soit de ne pas avoir engagé de temps. C'est-à-dire qu'on sait qu'on arrive au bout de ce que vous êtes prêt à accepter de faire pour votre client, au bout de ce que le client est prêt à payer pour ce que vous allez lui apporter. Dans la démarche que tu décris, moi ce que je note, hein, c'est de l'avant-vente en fait. Enfin, il y a quand même tout l'aspect. Justement, on n'est pas encore dans la mission, dans le contrat, on n'est pas encore payé pour ça. On est en train de vraiment préparer tout ça en amont. Ce qui est sûrement une des raisons pour lesquelles on ne le voit pas forcément beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas non plus évident de réussir à mener ça à ce moment-là. Alors, c'est effectivement une question importante parce que si en particulier on est indépendant et qu'on travaille dans ce cadre-là, il faut intégrer le coût de cette démarche-là dans le coût global d'intervention. Il n'est pas exclu que vous tombiez chez des clients qui acceptent que cette partie du travail fasse l'objet d'une rémunération pour le temps qui est accordé. Mais ce ne sera pas forcément le cas, donc il faut regarder combien de temps ça va vous prendre et comment est-ce que ça va être couvert, évidemment, par vos rentrées d'argent. Ça peut expliquer effectivement pourquoi on fait l'impasse sur ce sujet-là, parce qu'on est pressé de commencer en fait, à intervenir, ce qui est parfaitement compréhensible. Il faut quand même voir que c'est une démarche qui ne doit pas prendre un temps trop important. L'idée, ce n'est pas d'avoir pris une semaine pour rencontrer tout le monde et rentrer dans le détail, c'est d'avoir un accord de principe et un alignement de principe de vous en tant qu'intervenant auprès de l'équipe ou des personnes que vous allez accompagner. Dans le cadre d'un coaching personnel, ça fait l'objet d'une séance en général, d'une heure, suivie d'un point tripartite avec la personne qui paye. Donc, faites-le rapidement, mais juste au niveau nécessaire pour qu'il y ait une compréhension suffisante de ce que vous allez apporter et de la façon dont vous voulez travailler globalement. Et une fois que la mission elle a démarré, est-ce que c'est trop tard si on ne l'a pas fait? Alors, il n'est jamais trop tard pour avoir cette discussion-là, et même, j'irai plus loin, c'est une opération que je fais à intervalles réguliers, et même très réguliers. C'est-à-dire quand je fais des missions de coaching dont l'encadrement est assez souple, c'est un exercice que je fais probablement tous les 2 jours d'intervention. Donc en fait, c'est très fréquent. Évidemment, l'ensemble du processus de la présentation ne sera pas nécessaire. Par contre, échanger avec la personne qui paye sur qu'est-ce que vous avez comme objectif à court terme, aligné avec l'équipe ou les personnes avec qui vous travaillez sur cet objectif, ça vous permet d'offrir une transparence maximale. Transparence, ça nous parle tous, a priori. Et de s'assurer qu'il n'y a pas de faux pas, en tout cas rien qui nous engage à l'horizon de plus de quelques demi-journées de travail. Évidemment, dans votre contexte, ça peut être moins fréquent que ça. Si vous êtes sur des missions d'accompagnement à long terme, peut-être qu'une fois par mois, une fois par sprint, etc., peut être une fréquence suffisante pour être sûr qu'on soit aligné, ou moins. Ça a l'air beau comme ça, mais est-ce que vraiment ça marche? Entre l'écrire sur le papier et se dire on va faire ça, ça va marcher, et effectivement le mettre en pratique, souvent il y a un monde. Comment on le fait marcher vraiment? Alors, pour moi, on le fait marcher en instaurant une vraie relation de collaboration avec la personne qui paye. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous enfermer dans une négociation contractuelle autour de ce mandat. Il faut absolument que ce soit l'outil, et pas lui-même d'ailleurs, mais les moments de rencontre qui visent à l'établir, soient des moments de partage avec le client pour que vous commenciez à collaborer, pour commencer à toucher les limites de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous savez faire, de ce qu'il attend. Et si vous instaurez une vraie relation de collaboration, ça va faire tomber plein de barrières, mais ça dépendra de votre capacité à instaurer cette collaboration avec le client. Et un dernier conseil? En fait, mon dernier conseil, ce sera plutôt, si vous avez pensé que cette vidéo s'adressait essentiellement à des cas d'intervention de coach, en fait, en tant que Scrum Master, n'oubliez pas cet outil, il pourra vous être utile aussi, parce que
même si le Scrum Guide explique quel est le rôle attendu des Scrum Masters, dans la pratique, les gens chez qui vous allez intervenir ne sauront pas nécessairement ce que vous êtes supposé faire d'après la référence qu'est le Scrum Guide. Du coup, avoir cette discussion avec eux, ça peut vous éviter les mêmes écueils que celles d'un coach. Et puis finalement, même si c'est moins prononcé, même pour d'autres rôles. Tout à fait. Même, on l'avait évoqué tout à l'heure quand on préparait, même développeur ou tech lead. Il y a pas mal de postures différentes dans la manière d'être tech lead. Avec les personnes avec lesquelles je travaille, cet outil nous a été très utile. Ça m'intéresserait d'avoir un retour de vous pour nous dire si vous l'utilisez ou s'il aurait pu vous servir dans les commentaires de la vidéo. Je compte sur vous, hein. En tout cas, merci pour cette vidéo, Vincent. Tu as pas mal d'expérience sur le sujet et ça va vraiment être utile à la communauté. On compte sur vos commentaires, vraiment. Et ils peuvent te contacter, justement, s'ils veulent en parler, creuser le sujet, etc. Aucun problème, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, sur Twitter, comme ça vous fait plaisir. Encore merci, Vincent. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Vous êtes mes plus grands fans.